Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, avec cette loi de règlement, c'est le premier exercice budgétaire complet de votre gouvernement qui s'achève. Depuis son chiffrage initial et durant son exécution, nous n'avons eu de cesse de vous alerter sur la non-pertinence de vos choix budgétaires opaques, austéritaires et court-termistes. Aujourd'hui, les résultats sont devant nous et nous donnent raison. À force de rabotage, les dépenses publiques ont chuté de 1,8% en termes réels et de 3% hors masse salariale, pendant que le déficit budgétaire de l'État s'accroissait toutefois de 12% en conséquence des cadeaux fiscaux que vous avez accordés. Nous enregistrons cette année la baisse des prélèvements obligatoires la plus sévère depuis 2009, soit 16,5 milliards d'euros. Mais comme le Père Noël, vous ne passez jamais chez les plus démunis. Suppression de l'ISF, baisse de l'impôt sur les sociétés, augmentation du CICE, autant de ristournes que ne bénéficient qu'aux plus fortunés de nos concitoyens. Quant aux baisses de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu, dont vous vous gargarisez à longueur de plateau en invoquant les classes moyennes, elles contournent précisément les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ne s'en acquittaient déjà pas auparavant. À tous ces égards, le rapport de la Cour des comptes est accablant. Et encore, il ne s'agit là que de ce qui peut être évalué depuis le Parlement, devenu la dernière roue du carrosse républicain. Car si en 2017, le président Macron a prétendu recentrer la mission de cette Assemblée sur le contrôle du gouvernement, notamment à travers ce printemps de l'évaluation, on a omis de nous donner les outils nécessaires à la réalisation de cette évaluation. Entre une foule d'indicateurs tronqués et l'absence des moyens humains et financiers qui nous permettraient de conduire des évaluations indépendantes, c'est le flou artistique et non la nécessaire transparence. Par cette motion de renvoi, ce sont précisément ces deux hypocrisies que nous dénonçons et tâchons de corriger. Celle d'un exercice très coûteux pour les pauvres et celle d'un printemps de l'évaluation qui, au lieu de nous donner les moyens du contrôle, fait de nous l'observatoire impuissant des faits et gestes du prince. Devant l'incomplétude des chiffres et l'insuffisance des débats en commission, nous effectuons notre propre printemps, notre propre évaluation de votre exercice, de vos calculs. Et d'abord, ainsi que je l'évoquais à l'instant, c'est la Cour des comptes qui ne saurait soupçonner de complaisance à notre égard, qui vous accable, vous, dans son rapport sur le règlement des comptes de 2018. Ces derniers mois, vous n'avez eu à la bouche que le terme pompeux de transformation, remplaçant celui de réforme. Mais à la lecture du rapport, on se demande bien ce que vous entendez transformer quand vous ne consacrez que 3,5% du budget général à l'investissement. Ce chiffre, à lui seul, montre votre imposture. Il ne s'agit pas tant de transformation que de destruction. Et cette destruction est avant tout celle de l'État, c'est-à-dire celle de notre pouvoir collectif d'action et de décision, seul à même d'opposer au chaos des intérêts particuliers le choix de société effectué démocratiquement. La Cour des comptes est formelle. En 2018, vous avez taillé dans les recettes comme dans les dépenses, tout en portant le déficit à 76 milliards d'euros. Une telle augmentation ne s'était pas vue depuis 2014. Résultat, l'État appauvri, un État affaibli dans ses missions les plus cruciales, à la merci des mangeurs de dividendes qui n'attendent que de planter leur croc dans ces juteux monopoles. L'année dernière, avec la suppression de l'ISF, la diminution de l'impôt sur les sociétés, la hausse du CICE et la flat tax, ce sont 9,5 milliards d'euros dont vous avez privé les Français. En d'autres termes, vos cadeaux au nantis correspondent très exactement à la hausse du déficit que vous faites porter à tous les Français. Comme au temps des fournisseurs militaires, c'est l'effort de tous qui finance la confort de quelques-uns. Car dans le même temps, ce sont les impôts les plus injustes, non progressifs, qui augmentent sans discontinuer, du milliard supplémentaire en TVA aux 4 milliards de la fiscalité énergétique. On voit alors à qui votre gouvernement prend, à qui il donne sans compter. On voit où va votre confiance et vos allégeances. La Cour des comptes relève aussi qu'aucun contrôle n'existe sur la niche fiscale en faveur du mécénat des entreprises, dont le coût a décuplé depuis sa création en 2003, sans que jamais la moindre évaluation ne soit faite de son efficacité. Et alors qu'on scrute le moindre faux pas des bénéficiaires d'aide sociale, toujours suspects de fainéantise ou de roublardise, l'oligarchie bénéficie d'une confiance aveugle dans la dépense des deniers publics qui lui sont alloués. Il en va ainsi
des 200 dépenses fiscales, les fameuses niches, dont la Cour déplore d'ailleurs également l'absence de pilotage et le nombre de bénéficiaires toujours inconnus. De cette opacité, de cette complexité nébuleuse, comment ne pas croire qu'elles servent un objectif de dissimulation, d'esbrouf, alors même que le gouvernement les entretient soigneusement dans les dispositifs qu'il échafaude lui-même. Des 10 milliards du Fonds pour l'innovation, la Cour estime qu'il ne sortira chaque année que 250 millions, le reste se perdant dans les méandres d'une mécanique budgétaire complexe et injustifiée, et pouvant être retiré à tout moment pour servir d'autres fins. Difficile dès lors de penser qu'il s'agit d'autre chose que d'un paravent destiné à justifier les privatisations calamiteuses d'entreprises publiques pour leurs bénéficiaires, comme la Française des Jeux ou encore les aéroports de Paris. S'il fallait encore une preuve de ce qui relève d'une certaine forme d'aveuglement doctrinaire, la Cour démontre en plus que ce fonds, dont les plus optimistes placent le rendement à 2,5%, est 5 fois moins rentable que la moyenne des participations publiques. Autrement dit, en privatisant et en ajoutant simplement, ne privatisant pas et en ajoutant simplement une ligne budgétaire de 250 millions annuels destinée à l'investissement public en faveur de l'innovation, le gouvernement dépenserait moins et épargnerait à l'État un démembrement dont souffriront les prochaines générations que vous prétendez protéger en pratiquant cette austérité tout à fait sélective. Car en un mot, commençant, mes chers collègues, c'est bien à cela que nous assistons. De même que l'on démembrait ceux qui attentaient à la personne du souverain, on démembre ici et maintenant l'État pour avoir attenté à la souveraineté de l'oligarchie. Et le Parlement assiste, en spectateur impuissant, à ce lamentable spectacle. Pourquoi lamentable? Parce que ce printemps de l'évaluation n'est qu'une vaste imposture, tant dans le fond que dans la forme. Je souhaite d'abord faire observer qu'il a été taillé pour les rapporteurs spéciaux des commissions d'évaluation, qui sont, permettez-moi de le rappeler, peu nombreux parmi les petits groupes comme le mien. Rappelez également que ces rapporteurs, pour être si spéciaux, disposent de 2 heures de discussion avec les ministres, quand les groupes, eux, n'ont que 2 minutes d'intervention, et que finalement, de cette formidable prime à la majorité, il résulte que le gouvernement n'est contrôlé que par ses ouailles. Par ailleurs, ces missions d'évaluation portent souvent sur des missions sans grande proximité thématique. Que l'on m'explique, par exemple, ce que l'immigration et le stationnement ont à voir l'un avec l'autre pour être traités dans une même commission d'évaluation. Mais la plaisanterie ne s'arrête pas là, car le Parlement ne dispose que des indicateurs et de leurs résultats aux contours préalablement définis. Or, ces indicateurs sont à nos yeux contestables. Quelle idée, en effet, par exemple, de faire évaluer la performance de la Cour nationale du droit d'asile à l'aune de la vitesse à laquelle elle traite ses dossiers. Même remarque à propos du Haut Conseil des finances publiques, dont personne ne se soucie de savoir, après qu'il a rendu ses avis, s'ils sont conformes aux réalités macroéconomiques qu'il entendait prédire. On pourrait encore mentionner les indicateurs qui nomment performance la revente de biens publics essentiels au bénéfice des rentiers de la dette. On voit donc le parti pris de ces indicateurs que vous vous refusez bien sûr de réformer, malgré nos propositions en ce sens. Voilà donc comment s'exerce le pouvoir en Macronie, au bénéfice des riches, au détriment du peuple, et dans une opacité qui maintient les citoyens, l'opposition que nous représentons, et jusqu'à votre propre majorité, dans l'ignorance et l'impuissance. Ceci étant dit, nous refusons de nous résoudre à cette situation. Nous refusons que les conditions d'examen de la loi de règlement pour 2018 ne soient pas à la hauteur des exigences démocratiques, notamment pour les petits groupes comme le nôtre. Nous affirmons que ce nécessaire contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement nécessite une transparence qui ne peut être effacée derrière les concepts creux d'efficacité, d'efficience ou de simplification qui sont donc votre marque de fabrique. Cette motion est donc là, pour nous, l'occasion de sortir de ce débat en huis clos, du feutre des commissions élargies, le sortir, ce débat, et le soumettre à l'éclairage, même artificiel, de l'hémicycle. C'est l'occasion de jeter toute la lumière sur vos paravents, afin que s'y dessine une autre vérité sur votre politique. Il me sera bien sûr impossible de revenir sur les détails de chaque mission. C'est pourquoi je mettrai l'accent sur ce qui nous semble être le plus grave dans vos choix politiques. En premier lieu, considérant que les services publics constituent le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, nous affirmons que les participations financières de l'État dans les secteurs stratégiques
doivent rester majoritaires. Or, à la lecture du compte participation financière de l'État, nous découvrons qu'il a été vendu depuis 2017 des milliards d'euros de titres, de parts ou de droits de société que l'État détenait dans des entreprises de première importance pour nos concitoyens, Safran, Engie, Giat Industrie. Et bientôt s'ajouteront les milliards de la Française des Jeux et d'Aéroports de Paris, soit autant de cadeaux faits à vos amis au détriment du pragmatisme économique le plus élémentaire, duquel vous vous revendiquez pourtant. À croire que l'entourloupe que vous ont réservé les investisseurs chinois avec l'aéroport de Toulouse ne vous a pas servi de leçon, ou plutôt à croire que l'intérêt supérieur de la France vous importe peu. Car bien sûr, brader ces fleurons permet de faire rentrer de l'argent frais à court terme pour éponger notamment vos cadeaux aux riches tout en restant dans le cadre des fameux 3% de déficit. Mais l'intérêt des Français sur le long terme, il semble que vous n'en ayez cure. Rien qu'en privatisant l'aéroport de Paris, vous faites perdre à nos concitoyens de la souveraineté, vous accroissez les risques environnementaux avec l'augmentation du nombre de vols et vous ouvrez la porte à des réductions d'effectifs et donc de qualité de service. Je profite de cette occasion pour rappeler à ceux et à celles qui nous écoutent l'importance de leur soutien au référendum d'initiative partagée actuellement en cours. Autre attaque, sur les plus pauvres cette fois. Votre politique en matière de logement qui constitue une offense à la mémoire et à l'action de l'abbé Pierre. D'après le rapport publié par la Fondation éponyme en 2019, les coupes budgétaires décidées par le gouvernement dans la politique du logement lui permettront d'économiser 4 milliards d'euros par an à partir de 2020 par rapport à la situation en 2017. Le programme 109, aide à l'action au logement, en fait les frais avec une perte de la dotation initiale de ce programme de 1,2 milliard entre 2017 et 2018. D'ici à 2020, et par rapport à la situation en 2017, le gouvernement aura fait perdre 2,5 milliards d'euros par an d'APL aux allocataires. Ainsi, en 2019, un allocataire aura perdu en moyenne 12 euros par mois par rapport à sa situation avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et la dégringolade va continuer en 2020. Je vous rappelle que la moitié de ceux qui touchent les APL sont en dessous du seuil de pauvreté. Toutes les semaines, je reçois dans ma permanence des demandes de logement. En Seine-Saint-Denis, les demandes sont saturées. Que dois-je répondre à ces personnes, sinon que vos choix politiques en matière de logement social débouchent sur 12% de construction de logements sociaux en moins depuis le début de votre mandat? Dois-je leur dire d'attendre et de prendre leur mal en patience? Mais ce serait leur mentir, puisqu'une étude de la Caisse des dépôts qui prend en compte les nouvelles perspectives financières des HLM est particulièrement pessimiste. Elle conclut que la production de logements sociaux passera en dessous de 100 000 en 2020 et déclinera jusqu'à 60 000 par an jusqu'en 2027. Et comme si cela ne suffisait pas, vous ajoutez de l'indignité à la justice que vivent nos concitoyens en situation de handicap. Certes, vous augmentez le montant de l'allocation adulte handicapé, assumant néanmoins de maintenir les bénéficiaires en dessous du seuil de pauvreté. Mais en changeant les modes de calcul d'accès de cette allocation pour les couples, vous empêchez nombre d'entre eux d'en bénéficier. Vous faites finalement reposer la solidarité nationale sur la solidarité conjugale. Pourtant, vous avez eu l'occasion à maintes reprises de voter une proposition de loi de ma collègue Marie-George Buffet, soutenue par tous les bancs de l'opposition et par l'ensemble des associations œuvrant dans le champ du handicap. Cette proposition évaluait le coût de la non-prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de cette allocation à 360 millions d'euros, soit l'équivalent de l'augmentation des dépenses en 2018 pour le programme 157, c'est-à-dire une mesure tout à fait réalisable. Mais prenons maintenant la mission Travail et Emploi. Les dépenses d'intervention sur l'ensemble de la mission ont baissé de 16% en raison de la restriction du dispositif des contrats aidés, rebaptisé Parcours emploi compétences. Alors qu'on en comptait 380 000 en 2016, 280 000 en 2017, les voilà réduits à 128 000 en 2018. Certes, vous avancez que seul un tiers de ces contrats aboutit sur un CDI, ce qui n'est donc pas satisfaisant, en effet. Mais si vous daignez mettre fin aux baisses de dotation des collectivités,
Celle-ci aurait davantage la capacité d'embaucher durablement les bénéficiaires de ces contrats. En outre, il est bon de rappeler que 90% des bénéficiaires étaient des personnes précaires ou éloignées de l'emploi, qui accomplissaient néanmoins, via leur contrat, des travaux bien souvent socialement utiles dans les associations et certains services publics. Voilà une partie seulement des réalités que nous aurions aimé pouvoir aborder et mettre en exergue lors d'un véritable débat. Les administrations de la fonction publique subissent saignée sur saignée. L'accueil des demandeurs d'asile est sous-budgété. Une portion des crédits pour l'équipement de nos forces dans la mission défense est tout bonnement annulée. Et nous ne bénéficions que de 2 minutes par commission élargie pour aborder ces sujets de premier ordre pour nos concitoyens. Étant toujours force de proposition, nous avons néanmoins proposé des pistes d'amélioration du contrôle parlementaire de l'exécution du budget par le gouvernement pour plus de transparence. Une fois n'est pas coutume, après avoir fait nôtre les critiques de la Cour des comptes, nous avons relayé certaines de leurs préconisations. Ainsi, selon la Cour des comptes, les dépenses fiscales, ou niches fiscales, ont augmenté de 6,7 milliards d'euros entre 2017 et 2018, dépassant ainsi les 100 milliards d'euros en 2018. Au total, entre 2013 et 2018, le coût de ces niches fiscales a progressé de 39%. Cependant, ces dépenses ne sont ni pilotées ni évaluées. La Cour des comptes note ainsi que leur évaluation demeure en outre très lacunaire, alors qu'elle présente souvent des liens très distendus avec les missions et leurs objectifs. Pour plus de 200 niches fiscales, nous ne connaissons même pas le nombre de bénéficiaires. Dans le même esprit, nous sommes censés pouvoir apprécier l'évolution des recettes fiscales lors de l'examen de la loi de règlement. Or, nous ne disposons pas d'instruments nous permettant d'apprécier l'effet d'aubaine de ces cadeaux fiscaux que vous avez faits et donc leur impact sur les recettes en moins. Je pense par exemple ici à l'exemple de la flat tax. Expliquez-nous, chers collègues, comment faire votre travail de contrôle sans ces informations. C'est pourquoi nous proposions qu'elles soient annexées au prochain projet de loi de règlement pour être lisibles et exploitables. Dans le même esprit que celui de François de Rugy, qui a annoncé le 23 mai 2019 la mise en œuvre d'une évaluation de l'impact des décisions budgétaires du gouvernement à l'aune d'une trajectoire de 2 degrés pour le projet de loi de finances pour 2020, eh bien, dans ce même esprit, nous avons proposé un amendement pour ajouter un document budgétaire de politique interministérielle en matière de préservation de la biodiversité. Pourquoi avoir refusé cet amendement ? Le gouvernement n'a-t-il pas intérêt à rendre ces données exploitables par notre Assemblée, voire par les militants écologistes qui s'y intéresseraient ? Nous proposons d'ailleurs que chaque politique interministérielle puisse faire de la même façon l'objet d'une évaluation lors de l'examen du projet de loi de règlement, en publiant les documents de politique transversale à cette occasion, à l'occasion de cette loi. Enfin, pour davantage de transparence concernant les partenariats publics-privés et leurs coûts pour les Français, nous exigeons d'avoir accès au chiffrage complet de ces contrats, notamment lorsqu'ils sont pluriannuels, qu'ils soient donc dans les comptabilités générales et budgétaires de l'État. Il s'agit pour les contribuables de connaître le vrai coût de ces associations contre nature. Pour conclure, cette loi de règlement a le mérite de mettre en évidence la politique menée par votre gouvernement et qui n'a pour d'autre débouché que de faire supporter aux pauvres le poids des riches, ce que nous avons maintes fois condamné. Mais au-delà, nous dénonçons que cette parodie d'évaluation que constitue le printemps de l'évaluation. Non que nous contestions les instruments existants ni les chiffres qu'ils contiennent, mais ceux-ci sont insuffisants, voire inexistants dans certains cas. En outre, nous disposons d'un manque de temps pour bien les analyser. C'est pourquoi, dans le souci d'être constructif et en proposant des pistes d'amélioration du contrôle de l'exécution budgétaire, le groupe de la France Insoumise et moi-même demandons le renvoi de ce projet en commission, de ce projet de loi.